Bonjour, bonjour chers frères, bonjour chers compatriotes. Bonjour et bienvenue à ce live Facebook. C'est un live Facebook consacré à la politique monétaire. On va parler de la politique monétaire. Le live Facebook s'intitule « Pourquoi le franc CFA bloque la mise en place d'une politique monétaire au Cameroun ?» Voilà. C'est un live qui va être un peu laborieux. Et on va y aller vite et puis on va prendre des questions. Voilà, je vais couper un peu la musique. Voilà, un peu de musique d'Henri Likonge. Bon, je le laisse au moins jusqu'à 1 minute. Voilà. Bon, on coupe la musique et on y va au pas de charge. Voilà, donc bonjour Ubal Kokam, bonjour Luc Kanto, bonjour Sikati Désiré, bonjour Pangoukam, voilà, bonjour Vicky Hugo Kamra, bonjour à tous, bienvenue sur ce live Facebook consacré à la politique monétaire. La politique monétaire, voilà. Mettez les cœurs, partagez massivement le live dans les groupes, démarrez les séances vidéo pour que vos amis puissent regarder. C'est le moyen de protéger le live pour que les personnes qui signalent le live ne puissent pas faire que ça se coupe. Voilà, je vous serai gré. Je vous serai gré de le faire, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de la politique monétaire. Pourquoi le franc CFA bloque la mise en place d'une politique monétaire efficace au Cameroun? On va balayer cela et puis on va répondre à plusieurs questions que les gens m'ont envoyées inbox qui demandent qu'est-ce que ça veut dire le système bancaire extraverti au Cameroun? Pourquoi est-ce que le franc CFA ne fonctionne pas dans notre système bancaire actuel ou est un frein au système bancaire actuel? Est-ce que si nous créons notre monnaie nationale avec un système bancaire extraverti, est-ce que ça va fonctionner? 2 points dans le livre de Joseph Tundian Poemi, Joseph Monnaie, Liberté ou Servitude. Pourquoi Tundian Poemi avait prédit la faillite du système financier zaïrois alors que toute l'Afrique se vantait du Zaïre que Mobutu avait lancé et dont le coût était devenu plus fort que le dollar? Tundian Poemi avait prédit que ça va chuter parce qu'il avait dit que les Belges allaient chanter le système. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Tundian Poemi avait voulu dire? Pourquoi Tundian Poemi avait prédit la faillite du système franc CFA en zone C, ce qu'on appelle aujourd'hui la CEMA, qui était à l'époque l'UDA, et l'UEMOA. Également, pourquoi est-ce que le système bancaire du Nigeria est performant? Voilà. On va balayer tout ça. J'ai à peu près une dizaine de pages là. Il faut qu'on y aille vite, au pas de charge. Et puis après, je répondrai à vos questions. Voilà. La politique monétaire, c'est quoi? La politique monétaire, c'est l'ensemble. Je précise que dans un pays, pour stimuler l'économie ou pour développer l'économie, l'État a 2 leviers. Il y a la politique budgétaire et la politique monétaire. Nous allons parler aujourd'hui de la politique budgétaire, de la politique monétaire. Et demain, on parlera de la politique budgétaire. La politique monétaire est l'ensemble des décisions prises par la Banque centrale. Donc, notre Banque centrale, c'est la BA. L'ensemble des décisions prises par la BA. Pour contrôler l'inflation, ça veut dire la hausse ou la baisse des prix, surtout la hausse des prix. Quand les prix montent, ça s'appelle l'inflation. Quand les prix baissent, ça s'appelle la déflation. Par exemple, vous avez le prix du taxi. Si du jour au lendemain, vous vous levez, au lieu que le taxi coûte 150 francs, ça coûte 500 francs, c'est l'inflation. Si le prix du pain, au lieu qu'il coûte 150 ou 200 francs, il coûte 500 francs, c'est l'inflation. Donc, c'est la Banque centrale qui mène des politiques pour contenir ou maîtriser l'inflation. Ensuite, la politique monétaire vise à modérer les taux d'intérêt, c'est-à-dire les taux à court terme, les taux à moyen terme, les taux à long terme. Il faut savoir que quand vous allez à la banque vous emprunte l'argent, la banque elle-même emprunte l'argent à la Banque centrale d'abord. Donc, on appelle ça le refinancement. Et c'est parce qu'elle prend peut-être 1 ou 2 milliards à la Banque centrale, peut-être à 5%, je ne sais pas moi, qu'elle peut vous emprunter à 10 ou à 15%. Si la Banque centrale baisse ses taux, par exemple, à 2%, elle peut aussi, la banque dehors, qui était peut-être à 15% pour les particuliers, baisser ses taux à 13% ou à 12%. Et si pour les entreprises, elle était à 12%, si vous ne mettez pas les cœurs, on ne va pas s'en sortir. Et si le live coupe, vous aurez perdu un live, franchement. Donc, moi, je vais parler, c'est vous qui allez mettre les cœurs. Si les cœurs, le live coupe, moi, je m'arrête. Et vous aurez perdu un bon live. Je vous dis un très bon live. Parce qu'on pourra expliquer beaucoup de choses. Voilà, donc, la Banque centrale. Parce qu'il y a des gens qui mettent les têtes de mort. Vous voyez bien, on n'a pas que des amis. Hein, il y a des gens qui mettent les têtes de mort.
et on va trouver la solution pour les bloquer, etc. Donc, la Banque centrale, comme j'ai dit, pratique des taux d'intérêt. Il faut savoir, quand vous allez par exemple chez votre banque, ici c'est Afriland Bank Cameroun, qui vous dit, voilà, les PME peuvent emprunter l'argent à 10%, les particuliers à 15% par exemple. Il faut savoir que la Banque centrale donne l'argent à emprunt, elle aussi peut-être, à 4% à la Banque centrale, et elle ajoute ses commissions dessus, et elle vous emprunte, si vous avez une entreprise à 10%, et si vous êtes un particulier à 15%. Si la BEA qui était à 5% dit, bon, moi j'ai décidé de baisser mes taux à 2%, Afriland Bank va retirer au moins 4%. Ça veut dire que désormais, au lieu de 10% pour les entreprises, ça sera à 6%. Et au lieu de 5%, au lieu de 15% pour les particuliers, elle sera peut-être à 11%. Voilà. Donc, la Banque centrale, c'est elle qui fixe les taux d'intérêt dans un pays. Et à partir des taux d'intérêt que la banque fixe, ça conditionne les taux d'intérêt que les banques commerciales également fixent. Voilà. La Banque centrale gère ce qu'on appelle les réserves légales. La politique des réserves légales, ça veut dire que les banques ont l'obligation légale de déposer une partie des dépôts qu'elles reçoivent de leurs clients à la Banque centrale. C'est la Banque centrale qui fixe le taux. Si elle dit, bon, 10% de vos taux, 20%, 30% de vos taux, ça dépend. Je vais vous expliquer pourquoi elle fait ça. Ensuite, la Banque centrale gère les réserves de change. La BEAC gère nos réserves de change. Mais dans le système monétaire CFA, la BEAC gère 50% de nos réserves de change. Et les 50% sont déposés au Trésor français, comme vous le savez. Dans les pays d'Afrique de l'Ouest, où on vient d'abroger les accords de 1946, leur Banque centrale va gérer maintenant 100% de leurs réserves de change, et non plus comme avant. La Banque centrale fait ce qu'on appelle du money supply. Ça veut dire que c'est la Banque centrale qui approvisionne les autres établissements bancaires et normalement devrait approvisionner les microfinances. Je dis normalement. C'est regrettable que dans notre pays, la Banque centrale n'approvisionne pas les microfinances. La Banque centrale approvisionne les banques en billets et en pièces. Ça veut dire que les banques commerciales que vous avez au Cameroun, c'est à la BEAC qu'elles trouvent les billets et les pièces. Et je dis encore que je regrette que dans notre pays, on ne met, par exemple, on voit les gens des microfinances vont retirer l'argent à la banque, se font facilement braquer avec des fusils au point, quoi. Il faudrait que dans notre pays, la Banque centrale mette en place un dispositif pour pouvoir approvisionner également les microfinances en billets de banque. Ça existe ici aux États-Unis. Bon. La Banque centrale également pour but de promouvoir l'emploi et la croissance économique à travers certaines politiques que je vais expliquer ici, là, parmi lesquelles il y a une qui m'échappe un peu là. Et Jeanne Gondi, s'il te plaît, rappelle-moi comment est-ce qu'on appelle la politique qui consiste pour la Banque centrale à racheter les actions des entreprises privées. Voilà. Ça m'échappe un tout petit peu. Je suis fatigué. Voilà. Quelles sont les institutions qui gouvernent notre monnaie? Parce qu'un système monétaire, c'est aussi les institutions qui la gouvernent. Voilà. J'ai dit bien que la politique monétaire est conduite par la Banque centrale, mais la Banque centrale n'est pas le seul organisme qui gouverne notre monnaie. Il y a des institutions publiques, il y a des institutions privées. Quelles sont les institutions qui gouvernent notre système monétaire ou qui font fonctionner notre système monétaire? Il y a la BEA, qui est notre banque centrale, Banque des États de l'Afrique centrale. Il y a la COBA, qui est l'agence de régulation et de contrôle. Ça veut dire que la COBA, c'est elle qui audite les banques pour s'assurer que les banques ont suffisamment de dépôts pour fonctionner, que les banques n'utilisent pas les dépôts de la clientèle, parce que les dépôts de la clientèle sont destinés à octroyer des crédits. Que par exemple, ces dépôts ne sont pas utilisés pour financer des dépenses somptueuses dans les banques, des fêtes, etc., du gaspillage, et qu'après, quand les gens viennent demander leur dépôt, il n'y a pas assez d'argent. Elle audite pour vérifier sur tout ce qu'on appelle les ratios de liquidité. Ça veut dire qu'il y a assez de fonds et de fonds. Ça veut dire que la banque ne doit pas prêter, je crois, plus de 2 fois et demi ses propres fonds propres. C'est-à-dire que si la banque dit, voilà, mon capital social, c'est 10 milliards, mes réserves, c'est-à-dire que les réserves, l'argent, les dividendes que j'aurais dû distribuer, que je n'ai pas distribué, c'est 40 milliards. Donc, ça fait 50 milliards de fonds propres. Ça veut dire que la banque doit pouvoir donner l'encours de crédit moyen que la banque doit pouvoir donner aux alentours de 125-150 milliards. Or, si la banque a 50 milliards de fonds propres et qu'elle donne 300 milliards de crédit, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc, parce qu'elle prend beaucoup dans les dépôts de la clientèle. La COBAC est chargée donc de vérifier cela, de contrôler que ces ratios, les ratios de liquidité
et de solvabilité soient en place. Voilà. Bon, c'est pour ça que vous voyez qu'une banque comme African Bank s'est développée très bien parce que ces 20 dernières années, elle n'a pas distribué de dividendes pour augmenter ses fonds propres. Ça fait qu'elle a pu être très dynamique sur le marché du crédit. Donc, il y a la COBAC. On pourra parler de la COBAC parce que le rôle de la COBAC doit être amené à changer avec le développement des marchés financiers. Je pense qu'il faut étendre le rôle de la COBAC au contrôle sur les marchés, également sur les opérations sur les marchés financiers. C'est ce qui se passe aux États-Unis avec ce qu'on appelle la SEC. Voilà. Il y a le ministère des Finances. Comme je l'ai dit sur ma page Facebook, c'est le ministère des Finances qui délivre l'agrément à ceux qui veulent exercer la profession de banquier. C'est le ministère des Finances qui délivre l'agrément à ceux qui veulent exercer la profession de banquier. Et le ministère des Finances est également en charge de dynamiser le secteur bancaire parce que c'est le ministère des Finances qui est la tutelle du trésor public. Dans un pays où l'économie fonctionne bien, le trésor public est celui qui anime l'économie à travers les émissions de bons de trésor régulièrement, dont les banques structurent les achats ou la vente aux ménages pour capter, ou aux entreprises pour capter l'épargne et donner à l'État afin que l'État puisse investir. Donc le ministère des Finances est, voilà, Moutazé. C'est pour ça que moi, je cite Moutazé dans mes lives. C'est pas parce que je l'attaque, c'est pas une attaque ad hominem. C'est parce qu'il est l'un des responsables un des piliers du système monétaire du pays. Voilà. Le ministre des Finances n'est pas seulement là pour collecter les impôts. Voilà. Donc, il y a le responsable du Trésor français. Parce que il y a le Trésor français, parce que nous déposons 50% de nos réserves auprès du Trésor français pour garantir la convertibilité libre et illimitée de notre monnaie dans les devises, notamment auxquelles nous sommes liés à une parité fixe, ça veut dire l'euro. Mais si nous abrogeons les accords de 46, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, le Trésor doit disparaître. Voilà, le Trésor doit disparaître. Il y a les banques. Voilà. Là, maintenant, on parle maintenant des établissements privés. Il y a les banques commerciales. Parce que comme je l'ai dit, les banques commerciales, c'est elles qui créent la monnaie. La Banque centrale a un privilège d'émission de la monnaie. La Banque centrale fait l'émission de la monnaie à travers ce qu'on appelle, c'est-à-dire que ceux qui vont bien, les banques centrales font l'émission de la monnaie à travers, c'est que quand l'État émet des bons de trésor, les banques centrales créent la monnaie, impriment la monnaie pour acheter. La BIAC a ce privilège au Cameroun. Ensuite, la BIAC a également le privilège d'investir, comment on dit ça, d'approvisionner les banques. Bref, dire que les banques commerciales sont au centre du, c'est que les banques commerciales sont, voilà, la banque centrale est une banque d'émission. Alors que les banques commerciales peuvent aussi également créer la monnaie à travers les émissions de chèques, les émissions de lettres, de crédit, les émissions de faits de commerce, etc., etc. Donc, les banques commerciales sont au cœur du système monétaire. Donc, il y a les établissements de microfinance parce qu'elles aussi participent au financement de l'économie. Il y a les compagnies d'assurance parce qu'elles captent l'épargne. C'est-à-dire que quand je dis assurance, ce n'est pas forcément celui qui assure votre véhicule. Je parle des assurances vie, Activa Vie, SA Vie, etc., etc., etc. Elles collectent de l'épargne longue, hein, l'épargne retraite, l'épargne pour millénium, pour vos enfants dans 20 ans, etc., etc., etc. Donc, il y a tout ça. Il y a la bourse également, les marchés financiers, parce que ce sont des places de marché où se retrouvent ceux qui apportent les capitaux et ceux qui ont besoin des capitaux. Voilà. C'est les places de marché. On appelle ça financement direct de l'économie. L'État va à la bourse pour chercher de l'argent. Les entreprises vont à la bourse pour chercher de l'argent. Malheureusement, la bourse chez nous est encore moribonde. Voilà. Il y a ensuite, et c'est très important maintenant, le dispositif législatif et judiciaire. Je l'ai toujours dit, l'argent est la financiarisation du droit. C'est le droit qui crée l'argent. Le droit est fait par le législateur, donc l'Assemblée nationale, hein, qui fait les lois. Et c'est là que je regrette, et je l'ai dit hier, que dans un sujet comme le franc CFA, on n'entend pas les députés, alors que dans tous les pays du monde, c'est d'abord les députés. Dans un pays comme aux États-Unis, quand il y a un hic qui concerne la monnaie, c'est le Congrès d'abord et le Sénat qui sont en première ligne. Donc, dans notre pays, l'Assemblée nationale et le Sénat, malheureusement, sont moribonds et ils ne parlent pas de cela, alors que c'est eux les législateurs. Ensuite, il y a la justice, l'institution judiciaire. Parce que c'est la justice qui est chargée d'appliquer les décisions législatives. Quand une banque et son client se chamaillent et ne parviennent pas à s'entendre dans les contrats qu'ils ont faits, ils recourent à l'institution judiciaire pour se départager. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous voyez donc l'ensemble des institutions qui gouvernent le système monétaire,
ou qui portent le système monétaire dans notre pays. Donc, ça permet de bien comprendre les choses. Voilà. Maintenant, quels sont les outils qui sont utilisés par la Banque centrale pour conduire une politique monétaire? Et pourquoi est-ce que ces instruments ne fonctionnent pas au Cameroun? On va y aller pas à pas. Je vais vous expliquer. Il y a ce qu'on appelle la politique d'open market. D'open market. Open market, ça veut dire que la Banque centrale achète, voilà, quantitative easing, voilà l'expression que je cherchais. Il y a la politique d'open market, il y a la politique de quantitative easing. Deux choses. C'est des expressions en anglais. C'est des expressions anglo-saxonnes. Open market, quantitative easing. Open market, c'est lorsque la Banque centrale achète ou bien vend des bons de trésor. Ça veut dire que quand l'État a besoin d'argent, normalement, au lieu de faire ce que nous faisons là en allant tout le temps à la Banque mondiale, au FMI, on devrait faire comme le Ghana, on devrait faire comme la Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Ça veut dire emprunter à la bourse. Quand l'État a besoin d'argent, il devrait emprunter à la bourse. L'État émet des bons de trésor. C'est comme ça qu'on crée de la monnaie dans un pays. Parce que les gens disent, oh, la monnaie à Chamelière, le franc CFA est fabriqué à Chamelière, c'est un faux débat. Arrêtez de dire ça. Cessez de dire ça. C'est de l'ignorance. Quand on veut créer la monnaie dans un pays, c'est l'État qui a l'initiative de la création de la monnaie. Ça veut dire que lui, Paul Motazé, doit venir au Parlement et dire à nos parlementaires, nous avons besoin de 300 milliards. Moi, monsieur Paul Motazé, ministre des Finances, tutelle du Trésor public, nous avons décidé d'émettre 300 milliards. À ce moment, la Banque centrale crée de la monnaie de manière fictive pour acheter ces bons de trésor. Et ça donne l'obligation à l'État maintenant d'utiliser 300 milliards et de jeter ça dans l'économie. C'est la banque, les bons de trésor qui créent. Et quand l'État donc émet des bons de trésor, la Banque centrale émet des bons de trésor, la Banque centrale achète ces bons de trésor par l'émission de la monnaie. Ça repose sur du niant. Qu'elle ait de la monnaie dans ses coffres ou pas, elle émet de la monnaie. Ça lui donne le droit d'émettre de la monnaie pour acheter. C'est ce que font les Ghanéens, c'est ce que font les Nigérians, c'est ce que font les pays bien gérés comme l'Afrique du Sud. C'est pour ça que vous ne les entendez pas au Fonds monétaire international. Et c'est possible au Cameroun, sauf que s'il n'y a pas la volonté politique de le faire, il n'y a pas le dispositif mis en place avec les hommes, l'ingénierie financière nécessaire pour pouvoir le faire. C'est parce que nous autres activistes avons crié très lourd que le gouvernement a commencé à le faire timidement à la bourse de Douala. Donc, ça s'appelle la politique d'open market. Et l'open market, ça fait que quand le gouvernement voit qu'il y a très peu d'argent, l'État émet des bons de trésor et la Banque centrale émet de la monnaie pour les acheter. Mais également, quand il y a trop d'argent sur le marché, la Banque centrale peut décider non, quand il y a peu d'argent sur le marché, l'État émet des bons de trésor, la Banque centrale les achète, donc ça injecte la liquidité. Et quand il y a assez d'argent sur le marché, la Banque centrale maintenant les vend, donc ça permet de retirer la liquidité sur le marché. Voilà. Donc, ça s'appelle la politique d'open market. C'est une politique qui est décidée à utiliser le trésor public et la Banque centrale pour injecter la liquidité. Ça veut dire que quand les gens disent vraiment il n'y a pas l'argent là dehors, logiquement, l'État devrait utiliser l'open market pour injecter l'argent. Sauf que ça ne marche pas chez nous parce que 90% de notre endettement se fait auprès de la Banque mondiale. Ça devrait marcher comme au Ghana. Je ne trahis pas un secret. J'ai envoyé un document qui m'avait été remis par une amie ghanéenne ici, là, qui a travaillé longtemps chez eux dans leur présidence et qui est venu travailler pour une institution internationale ici. Un document, j'ai envoyé ça au président Maurice Kamto. Et dans ce document, on voit comment les Ghanéens ont structuré la construction des infrastructures chez eux en limitant au maximum les prêts en devises. Ils utilisent d'abord l'argent qui est dans leurs réserves. Ils ont nationalisé les zones pour. Ça veut dire que s'ils veulent faire une route, le gravier, le sable, la main-d'œuvre, tout ça est quantifié. Et on émet des bons de trésor en CDI pour financer tout ça. Et on regarde ce qu'on prend dans les réserves. C'est là que quand il n'y a pas assez dans les réserves, qu'on va emprunter au FMI à la Banque mondiale. Au Cameroun, on ne regarde même pas ce qu'il y a dans les réserves, on emprunte tout le temps à la Banque mondiale au FMI. À partir de ce moment, l'open market de notre banque centrale, il ne fonctionne pas. Ou bien quand bien même il fonctionne, c'est seulement parce qu'on vient emprunter pour payer les fonctionnaires et pas pour investir. Du coup, ça n'a pas d'impact sur l'économie. Ça, il faut le dire. Deuxième chose, la Banque centrale a le pouvoir de modifier le taux de réserve légal. Ça veut dire que quoi? Quand vous allez à Freeland Bank, vous déposez 1 million parce que c'est votre banque, vous déposez 1 million de francs.
Si la Banque centrale dit que Afriland Bank doit déposer 30% des réserves de ses dépôts en réserve légale là-bas, Afriland Bank, à la fin de la journée, va déposer 300 000 francs à la Banque centrale. C'est une obligation légale. Parce que Afriland Bank crée de l'argent à partir du néant, en émettant des... Quand elle valide, elle vous émettez un chèque, elle vous dit, bon, vous voulez enlever un conteneur au port, tu dis oui. Tu as besoin de combien? 100 millions. Il te donne un chèque certifié pour aller payer le trésor. C'est simplement du papier. Mais pour que le système fonctionne, la Banque centrale lui oppose aussi en disant, tu me déposes 30% de tes réserves. Maintenant, quand elle dépose 30% de ses réserves, elle a seulement 700 000 pour fonctionner. Mais si maintenant, elle a besoin l'économie va mal, la Banque centrale peut lui dire, bon, désormais, tu me déposes seulement 10% de tes réserves. Donc, ça veut dire qu'elle va venir chercher 200 000 à la Banque centrale pour déposer chez elle et tourner. Voilà. Donc, ça s'appelle la politique de gestion des réserves légales. Là aussi, je dis que chez nous, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a trop de thésaurisation. La grosse thésaurisation, la petite thésaurisation. Les gens qui volent l'argent, ils mettent dans leur plafond. L'argent n'est pas dans le circuit bancaire. Les gens qui déposent l'argent, surtout en campagne, dans leur grenier. L'argent n'est pas dans le circuit bancaire. Et ensuite, il y a beaucoup d'argent qui circulent dans l'informel, qui n'entrent pas dans le circuit bancaire. Il y a la sous-bancarisation dans notre pays. Les établissements bancaires ne sont pas présents partout. Donc, voilà. On avait un projet de la Poste. C'est pour ça que je le dis encore. Moi, j'ai travaillé avec le président Maurice Kamto. Et dans le projet qu'il nous avait demandé de travailler, c'était notamment de travailler sur la réforme de la Poste, la relance de la Poste, la Poste, en mettant même 150 milliards pour relancer la Poste, avant que la Poste soit partout dans les communes. C'est-à-dire qu'il y a 360 communes au Cameroun. Il faut que la Poste soit au moins un bureau partout dans les communes, surtout en zone rurale. Ça permet que les gens commencent à déposer leurs banques et ça permet que l'argent sorte des greniers et des bas de matelas pour revenir dans le circuit légal. À partir du moment où ça rend plus efficace la politique de la Banque centrale. Donc ça, c'était important. La politique des réserves légales. Donc, c'est pénalisé par la thésaurisation, le faible taux de bancarisation, le secteur informel. Il y a l'augmentation, la Banque centrale a pour rôle de contrôler l'inflation dans notre pays. Voilà. Elle fait essentiellement ça par les taux d'intérêt. Ça veut dire que quand l'économie va très bien, l'économie va bien, beaucoup d'argent, etc., etc., il ne faut pas qu'il y ait trop d'argent dans l'économie, sinon il y aura trop d'argent. On va utiliser seulement trop d'argent pour payer un bien. C'est pour que vous ayez une image. Supposez que vous êtes à Dedo. Le gars tourne le taxi, dit taxi 200 bonhommes, ça dit. Bon, si 10 personnes sont là, ils ont l'argent, ils disent non, nous payons 500. Bon, vous risquez de rester là jusqu'à, si vous étiez là à 16 h, vous allez rester là jusqu'à minuit, si vous n'avez pas les moyens de payer 500. Parce que le taximan va prendre ceux qui sont prêts à payer 500. Ça s'appelle l'inflation. Sauf que c'est une inflation temporaire, circonstancielle là. Donc, pour éviter ce genre de phénomène dans l'économie, quand il y a trop d'argent, la Banque centrale augmente les taux d'intérêt pour que les gens puissent emprunter moins d'argent. Voilà. Et éventuellement, les entreprises puissent sortir l'argent qu'elles ont dans les réserves. De la même manière, quand l'économie va mal, la Banque centrale baisse les taux d'intérêt parce que si les taux d'intérêt baissent, les banques donnent le plus souvent le crédit à court terme pour consommer, mais donnent aussi les crédits à moyen à long terme aux entreprises pour investir. Simplement, ça ne marche pas chez nous parce qu'il n'y a pas de système de crédit à la consommation. Donc, quand on baisse les taux d'intérêt, par exemple aux États-Unis, les gens qui ont une carte de crédit, si le taux est à 25%, ça descend à 12%. Voilà. Alors que chez nous, les gens n'ont pas de carte de crédit. Donc, quand on baisse, il n'y a pas de crédit à la consommation, sauf pour les fonctionnaires. Voilà. Deuxième chose, les crédits aux particuliers, il n'y a pas beaucoup de systèmes de garantie, ce qu'on appelle collatéral. Vous avez vu aujourd'hui l'insécurité qu'il y a sur le foncier avec les titres fonciers. Il y a un bordel pas possible. Donc, ça fait que là encore, les banques n'arrivent pas à réagir parce qu'il n'y a pas un cadre adéquat. Et également, il y a le principe de la dette de l'État, voilà, parce que l'État ne s'endette pas beaucoup au Cameroun, donc ça rend difficile certaines opérations. Maintenant, je pense que, voilà, je vous ai exposé en gros les 3 instruments que dispose l'État, la Banque centrale pour faire fonctionner la politique monétaire dans un pays. Ça veut dire l'open market, le quantitative easing. Je n'ai pas dit grand mot sur le quantitative easing. Le quantitative easing, c'est une technique qui est utilisée dans les pays, c'est-à-dire que quand l'économie va mal, l'État rachète les actions des grandes entreprises cotées en bourse. Ça a été le cas en Chine, par exemple, et aux États-Unis. Aux États-Unis, l'État a racheté toutes les dettes sur les prêts immobiliers que les banques avaient fait, qui sont gérés par une agence fédérale qu'on appelle Fannie Mae et Freddie Mac. L'État avait racheté toutes ces dettes-là, elle les a sorties du bilan des banques. En Chine, par exemple, le quantitative easing a été utilisé par l'État. Ça veut dire que quand il y a eu la bulle immobilière, ça veut dire la spéculation, les gens ont construit beaucoup de logements immobiliers. Ça a créé le boom économique et subitement,
on s'est rendu compte qu'on avait créé, on avait conçu beaucoup de projets immobiliers et que 70% de ces logements ne seraient pas occupés, donc les gens ne pourraient pas rembourser. Ça a fait paniquer les investisseurs et les gens ont commencé à revendre massivement les actions des entreprises qui étaient impliquées dans l'immobilier, qui elles aussi, comme c'est à la chaîne, c'est des prêts qu'on confectionne un produit qu'on appelle asset-backed security. C'est un principe en finance qu'on appelle securitization. Donc, les banques qui détenaient ça aussi ont commencé à paniquer, donc les gens ont commencé à vendre. La Banque centrale de Chine est intervenue en rachetant tout, en rachetant même les actions des entreprises cotées à la bourse qui détenaient ces obligations, et ça a permis de stabiliser. En sortant ça des marchés financiers, ça a permis de freiner la spéculation et la panique. Et plus tard, la Banque centrale de Chine a réinjecté pour relancer l'économie. Donc, vous voyez qu'il y a autant, c'est-à-dire que c'est pour ça que je vous dis, le débat sur le CFA, genre, est-ce que la monnaie est fabriquée à Chamelière, est-ce que le billet, c'est un débat de con, de stupide, de bête, d'ignorants et d'enfants qui doit s'arrêter dans notre pays. L'économie monétaire n'a rien à voir avec les histoires de le billet fabriqué à Chamelière, le billet doit être fabriqué à Yaoundé. Bon, je ne veux pas être très méchant. Ça rend malade quand on entend ça. Ça rend malade. En même temps, je dis aussi que c'est notre responsabilité de nous autres, des économistes camerounais, de monter au créneau pour expliquer l'économie, afin que les Camerounais puissent bien comprendre. Parce que je peux comprendre, parce qu'on lit des choses vraiment qui rendent malade sur les réseaux sociaux. En même temps aussi, quand on n'a pas eu accès à un certain degré de connaissance sur certaines choses, ça peut pousser nos pauvres Camerounais à dire certaines choses. Voilà. Donc, si je vous explique, donc vous avez compris qu'il y a l'open market, il y a le quantitative easing, il y a la politique des réserves légales, il y a la politique des taux d'intérêt. Voilà 4 choses qui sont importantes. Entre-temps, le système n'a pas beaucoup évolué au Cameroun, mais il faut que les Camerounais se rendent compte que la pratique de la politique monétaire a beaucoup évolué à l'extérieur. Le Cameroun, parce que quand je vois les Camerounais dire oh, il faut notre propre monnaie, ce n'est pas ça le problème. C'est quelle est la politique monétaire, quel est le système monétaire que nous voulons mettre en place pour pouvoir booster notre économie. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans le monde aujourd'hui et nous sommes très en retard. Je vous prends un exemple. Je le dis encore dans des groupes WhatsApp privés où je suis avec des hauts fonctionnaires camerounais, des hautes personnalités politiques camerounaises qui sont même du RDPC, d'autres même qui travaillent à la présidence, d'autres qui travaillent au ministère des Finances, d'autres qui travaillent à la primature. Et je ne leur dis, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je leur dis, écoutez, il faut au moins qu'on vous le dise. Parce que ce n'est pas la peine. On va un jour tous partir de ce monde. Il faudrait au moins qu'on vous l'ait dit. Le Cameroun ne développera jamais. L'une des raisons pour laquelle les investisseurs étrangers ne viennent pas mettre les capitaux dans nos pays, c'est parce que nous n'avons pas un fonds d'assurance des dépôts des personnes ou des entreprises. Tous ceux qui ont un compte bancaire aux États-Unis, dans une banque, que ce soit Bank of America, que ce soit Chase Bank, que ce soit Citibank, que ce soit US Bank, que ce soit, etc. Toutes ces grandes banques-là, Associated Bank, toutes ces grandes banques, ils savent très bien que dans ces banques-là, quand vous voulez déposer l'argent, je ne peux pas montrer mes trucs ici parce qu'il y a des informations dessus. Il y a bien la mention, la banque même sur votre chèque dit FIDIC. Ça veut dire que la banque a souscrit une assurance auprès du FIDIC. Le FIDIC, c'est le fonds de garantie des dépôts des personnes. Voilà. Hein, c'est les organismes qu'affectionne beaucoup la sénatrice Elizabeth Warren, hein, qui dit, voilà, il ne faut pas que les consommateurs, consumer doesn't have to be abused by bank. Voilà. Donc, il y a le fonds de garantie des dépôts. Dans notre pays, s'il y avait un fonds de garantie des dépôts, ce fonds de garantie des dépôts, quand Cofines a fermé, quand Comessi a fermé, c'est le fonds de garantie des dépôts, comme une compagnie d'assurance. Quand vous faites l'accident, c'est elle qui vous indemnise. Et puis après, c'est elle qui poursuit les procédures. Ce fonds de garantie des dépôts va rembourser les dépôts que les gens ont perdus dans les établissements financiers ou les établissements bancaires. Et après, c'est elle qui va gérer la liquidation avec l'État, ou avec la justice, ou avec les actionnaires, ou ce que vous voulez. Donc, dans notre pays, tant qu'il n'y a pas un fonds de garantie des dépôts, jamais les dépôts des banques ne vont augmenter. Or, si les banques n'arrivent pas à capter les dépôts, elles ne peuvent pas aussi donner des crédits. C'est le problème qu'on a chez nous. C'est-à-dire que les banques n'arrivent pas à bien se refinancer auprès de la Banque centrale. L'État lui-même n'anime pas le compartiment obligataire de la bourse parce qu'il n'émet pas assez de bons de trésor. Et en plus, la Banque centrale, il n'y a pas un fonds de garantie de l'assurance des dépôts des particuliers. Et ça pénalise énormément.
nous devons créer un fonds d'assurance, une compagnie d'assurance des dépôts des personnes. La raison pour laquelle tout le monde vient mettre son argent aux États-Unis, c'est parce que quand vous mettez votre argent aux États-Unis, c'est assuré. Et le fonds de dépôt de garantie est désormais un instrument de la politique monétaire parce que, comme il est une compagnie d'assurance qui assure les dépôts des personnes, il est le premier, même avant le régulateur, à venir vérifier que vous gérez bien votre banque. Parce que si ça va mal, c'est lui qui va rembourser les dépôts que les gens ont mis chez vous. Donc, il y a désormais un double contrôle sur les banques. Deuxièmement, ce fonds d'assurance-là, il est obligé d'être transparent, de dire, bon, voilà, cette banque-là, moi, je la note désormais à A, je la note désormais à A+, je la note désormais à B, B-, C, C-, etc. Donc, vous avez peur de la notation qu'il peut vous donner parce que c'est lui qui est obligé de payer au cas où vous faites faillite. Donc, il contrôle les engagements que vous avez vis-à-vis de votre clientèle. De la même manière, parce que cet organe-là, la police d'assurance, est un organe public, si jamais votre banque est un organe public, si jamais l'économie va mal, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence aux États-Unis, parce que ce fonds-là assure, je pense que quand vous êtes une entreprise, il assure les dépôts, je sais pas, peut-être $1 milliard. Et pour les petites entreprises, par exemple, et lorsqu'il y a eu la crise, quand Obama était à la Maison-Blanche, Obama a demandé qu'on étende la garantie des dépôts de manière illimitée. Résultat des courses, les entreprises ont rapatrié massivement les capitaux pour commencer à travailler. Donc, il est temps que dans notre pays, et je l'ai dit par exemple à quelqu'un, si Toyota dit je vais construire une usine de 100 milliards au Cameroun, le directeur financier de Toyota, il va appeler le trésorier de Toyota, ce qu'on appelle le trésorier de Toyota. Il va dire au trésorier de Toyota, écoutez monsieur, allez vérifier que le gouvernement camerounais a dans son système monétaire un organisme de contrôle, un organisme d'assurance des dépôts dans les banques. Et dites-moi jusqu'à quel montant cette assurance dans les banques est. Si le trésorier lui dit non, non, il n'y a pas de police d'assurance au Cameroun, ils vont dire, bon, voilà, c'est combien d'investissements? Ils vont dire 100 milliards. Ils vont dire la construction de l'usine se déroule sur combien de temps? Ils vont dire 2 ans. Ils vont dire ça fait 24 mois. Ils vont diviser 100 milliards par 24. Ça va donner à peu près 4 milliards. Et 4 milliards, là, maintenant, ils vont dire, bon, chaque mois, vous transférez 4 milliards. Quand on finit d'utiliser ça, vous envoyez encore 4 milliards. Mais ils ne vont pas venir déposer 100 milliards. Parce qu'ils vont dire, non, si on dépose 100 milliards et la banque ferme, qui va nous payer? Donc, le fonds d'assurance des dépôts des particuliers et des entreprises dans les banques commerciales est depuis aujourd'hui, dans la nouvelle fonctionnement du système monétaire international, un instrument de la politique monétaire. Donc, il est temps, si notre gouvernement veut que les Camerounais aient confiance dans le système bancaire, que le gouvernement crée un fonds d'assurance des dépôts des personnes. C'est pour ça que je disais à Salim Diop sur mon mur qu'il se trompe en disant que l'État assure. Non, l'État n'assure pas. C'est le fonds c'est une compagnie d'assurance publique aux États-Unis qui assure. Voilà. Il est aussi temps que nous mettions en place un quantitative easing pour permettre qu'en cas de crise, l'État puisse racheter, c'est-à-dire que l'État puisse. Le quantitative easing, ceux qui connaissent la comptabilité anglo-saxonne, c'est ce qu'on appelle preferred stock. Je vais dire quoi? Je vais dire par exemple, quand là où j'avais dit que Essimi Meigné, je me trouvais dans le bureau, je peux dire ça, de 2 principales personnalités de la République qui s'asseyent souvent à côté de Paul Biya. Et je leur disais en face que Essimi Meigné n'est pas un vrai ministre des Finances. Et il y a une des personnes qui est le cousin d'Essimi Meigné. Parce que j'avais été très choqué qu'il ait laissé Kofinès couler et il disait qu'il venait des États-Unis. Parce que logiquement, si Essimi Meigné avait été un homme sérieux, il aurait fait quelque chose de très simple. Il aurait fait ce qu'on appelle preferred stock. Au lieu de laisser couler la banque, il aurait fait ce qu'on appelle preferred stock. Ça veut dire que l'État disait, voilà, Kofinès a besoin de combien de liquidités là pour fonctionner. L'État regardait les comptes. On disait Kofinès a besoin de 20 milliards, 10 milliards de francs là pour. L'État mettait 10 milliards sur la table en ce qu'on appelle preferred stock. C'est-à-dire que des actions prioritaires, si je puis dire en français. Ça veut dire que les actionnaires de Kofinès ne peuvent rien toucher, ni à dividendes, ni vendre leurs actions, ni toucher la liquidité, ni toucher les bâtiments, les murs, tant qu'ils n'ont pas remboursé ces 10 milliards-là avec les dividendes qui sont affectés. Et il y a ce qu'on appelle défaire dividendes. Ça veut dire que quand il y a les préfets stock, vous n'êtes pas obligé de payer les interbénéfices là-dessus, même si vous réalisez des bénéfices.
Ça permettait que l'État, au lieu de mettre un administrateur, qui est une décision vraiment stupide, on aurait dû embaucher un manager compétent. C'est-à-dire, on passait un entretien, on confiait un cabinet comme ADRH à part, de passer des entretiens et on recrutait un manager compétent. Et on disait au manager, tu vas nous redresser Cofines et tu nous redresses Cofines maintenant. Voilà 10 milliards en préfet stock. Ça veut dire que temporairement, l'État prend le contrôle de la banque, mais la banque reste la propriété de ses actionnaires. Les actionnaires, ceux qui ont fondé la banque. Ça permettait que la personne qui arrive opère le recouvrement, continue à payer les dépôts des gens dans la clientèle, rassure les épargnants de Cofines, que Cofines continue à tourner, à financer l'économie, à payer les impôts, à maintenir les emplois, à payer les cotisations sociales, etc., etc. Au lieu de ça, vraiment, le type s'est lancé dans un... Non, il faut que nous mettions ces mécanismes en place. Ça s'appelle du quantitative easing. Ça veut dire qu'aux États-Unis, quand il y a la crise des subprimes, quand vous regardez bien, l'État a pris le contrôle des banques, en fait. Ça veut dire que l'État a fait ce qu'on appelle, il les a empruntés ce qu'on appelle des préfets stocks. Ça veut dire qu'il a injecté de l'argent sous forme de préfets stocks. Ça veut dire que vous restez propriétaire de votre banque, mais vous ne pouvez pas disposer de votre banque tant que vous n'avez pas réglé la question des préfets stocks. Ça veut dire payer l'argent en retour à l'État avec les bénéfices qui y sont affectés. Vous n'êtes pas obligé de payer les dividendes dessus, même quand on fait des dividendes. Et donc, les banques, les Chase Bank, toutes ces banques-là se sont restructurées comme ça. Donc, voilà des mécanismes que nous devons mettre en place parce que l'activité des banques, c'est une activité qui va en fonction des cycles de l'économie. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça descend, ça va mal, ça va mal. Donc, l'État doit mettre en place des outils modernes. C'est pour ça que les débats sur est-ce qu'on imprime le bien en France, c'est un débat de... C'est un débat de... Hein, la monnaie, je dis encore, je redis encore, je n'attaque personne. La monnaie, c'est une affaire technique. C'est une affaire technique, ce n'est pas une affaire de politiciens. C'est pour ça que dans les pays développés, on a enlevé le politicien dedans. Le politicien dit seulement, nous souhaitons que, et les techniciens travaillent. La monnaie est technique. Ce n'est pas une affaire de billets de banque, de ceci, c'est ça. Notre système ne fonctionne pas, ce n'est pas une affaire de... Parce qu'on imprime la monnaie à chamelière, le code d'opération, ça c'est des détails. Même le code d'opération est un outil technique de gestion de la monnaie. C'est un faux débat. C'est un faux débat, c'est un débat d'ignorants. Nous devons avoir des dispositifs comme ça. Le quantitative easing, le préfet stock, pour pouvoir sauver les banques quand elles vont mal, sauver les microfinances quand elles vont mal. Parce que c'est normal. Je m'appelle Comessi. J'ai 70% d'engagement auprès de la filière avicole qui marche très bien parce que c'est des cycles courts. Quelqu'un prend 2 mois, il a remboursé. Il lance le poulet 45 jours, 2 mois, il a remboursé. La grippe aviaire arrive, on détruit tout leur truc. Je suis à terre. L'État devait venir en disant, bon, voilà 20 milliards, préfet stock. Tu relances et puis après tu réalises des bénéfices, tu payes petit à petit, tu rembourses les préfets, comment on dit, retard. C'est-à-dire que tu rachètes, tu buy back, c'est-à-dire que tu rachètes les préfets stock et tu payes les dividendes à l'État, tu envoies les chèques au trésor public et après quand c'est fini, tu récupères la plénitude de ta banque. Ça permet que les entreprises et bancaires ne fassent pas faillite et ça inspire la confiance aux Camerounais. Au lieu de ça, ils laissent couler les banques, ils laissent couler les établissements de microfinance et ils écrivent dans les journaux, oh voilà. C'est un désastre quand c'est vu par les investisseurs à l'étranger. Personne ne peut investir son argent dans un pays dans ce contexte-là. Donc ça, ce sont des éléments de la politique monétaire, je tenais à le dire, qui ne sont pas pris en compte dans notre pays, bon, que nous devons mettre en place pour moderniser le système. Moi, évidemment, je le dis, je suis économiste et je travaille pour le président Kamto. Et c'est ce que nous, quand on fait des notes pour lui envoyer, c'est ce que nous lui disons dans les notes. Nous devons mettre en place une agence fédérale pour lancer le marché de l'immobilier parce que plus on va construire dans notre pays, plus il y aura des garanties pour prendre des crédits, que ce soit des crédits à la consommation, que ce soit des crédits à l'investissement, pour créer des PME. Or, le meilleur moyen, c'est de lancer la construction, la construction de logements en masse, bien du bâtiment commercial. C'est que les anglo-saxons appellent commercial real estate. Et le real estate chez nous bute sur le fait qu'il n'y a pas, les banques ne peuvent pas donner des crédits à 20 ans pour financer les immobilisations ou les constructions d'immeubles quand il n'y a pas une agence fédérale qui va les racheter ça pour que ça sorte de leur bilan. Donc nous devons créer une agence fédérale avec l'argent de l'État. L'État peut dire, bon, chaque année dans le budget, je mets 100 milliards seulement pour reprendre les crédits. Voilà, ça permet de développer l'économie. Je pourrais expliquer ça plus tard, c'est très long. Voilà. L'État doit également créer plusieurs guichets. Quand on regarde la réserve fédérale américaine, nous avons une politique chez nous, un seul taux d'intérêt. C'est dommage. Aux États-Unis, la réserve fédérale américaine a des milliers de taux d'intérêt.
Il y a les taux d'intérêt pour le domaine agricole. Il y a les taux d'intérêt pour le logement, ce qu'on appelle Federal Home Loan, machin. Il y a les taux d'intérêt. Il y a plusieurs types de taux d'intérêt. Et elle peut moduler ces taux d'intérêt par catégorie en dépendant des études que le National Bureau économique lui donne pour pouvoir booster l'économie. Parce que si elle détonne dans un secteur là, ça fait, par exemple, si on dit voilà, on va donner les taux activer les taux d'intérêt longs pour lancer les infrastructures et activer les taux d'intérêt à cycle moyen pour lancer la construction de logements, la conséquence immédiate de ça est que ça va relancer le marché de la production des matériaux de construction, donc ça fait décoller l'économie. Elle peut faire pareil. Donc, il y a la nécessité de changer la typologie des taux d'intérêt qu'utilise la BA. Ça, c'est des travaux que c'est là où on attend les politiciens. Les autres choix aussi avec sa bouche qui bavarde beaucoup là. C'est là où on attend le bébé joufflu. On attend qu'il nous parle de ça. Pas de venir clasher quand en disant que oui, il est vice-président de la commission des finances de l'Assemblée nationale et c'est parce qu'il raconte. Ça, c'est des nouveaux instruments qui permettent de rendre efficace une politique monétaire. Et malheureusement, ces instruments n'existent pas chez nous. Donc, il est temps de les mettre en place. Voilà, par exemple, comme je l'ai dit aux États-Unis, quand l'économie va mal, la Banque centrale, la Réserve fédérale américaine, elle met en place des crédits, elle baisse des taux d'intérêt à court terme. Ça permet de lancer les crédits à la consommation, les cartes de crédit, etc., etc., etc. Et c'est là que vous voyez comment les banques commencent à envoyer les lettres aux gens. Oh, est-ce que vous ne voulez pas les cartes de crédit? Oh, si vous avez une carte de crédit avec 10 000 $ de plafond, on vous dit non subitement, oh non, on a envoyé ça à 40 000 $, des choses comme ça. C'est parce qu'il y a derrière la politique de la Banque centrale. Et quand vous avez une carte de crédit, ça veut dire que même si vous n'aviez pas envie, vous dites, bon, bah, écoutez, tant qu'à faire, j'avais besoin de ceci, je voulais changer l'ordinateur, vous pourrez changer l'ordinateur. Donc, si vous achetez un nouvel ordinateur, ça veut dire qu'il y a les fabricants derrière qui tournent. Voilà, si c'est du Apple, ça veut dire que Apple tourne derrière, etc., etc. Ça, c'est la politique monétaire. Chez nous, c'est pareil. S'il y avait une telle politique, avec une bancarisation poussée, ça veut dire que la Banque centrale pourrait dire, voilà, nous lançons les cartes de crédit, ou bien nous finançons les cartes des magasins. Ça veut dire que les magasins comme les Niki à Yaoundé, ou les Dove, on regarde, on dit, bon, voilà, ces gens-là, ils vendent 80% des marchandises fabriquées au Cameroun. On leur autorise à avoir une carte de crédit et la Banque centrale finance leur carte de crédit à des taux faibles. Ça permet que les Camerounais qui ont ces cartes puissent faire des courses, donc ça fait tourner l'économie. Les gens commencent à livrer, à avoir des bons de commande, donc ça fait tourner l'économie chez les industriels. Donc, vous comprenez que la politique monétaire dans un pays, ce n'est pas une affaire de est-ce que notre billet va être fabriqué à Chamelière? Est-ce que notre billet va être fabriqué à Douala? Pourquoi le billet est fabriqué à Chamelière? Ça, c'est un débat d'enfant, ça. C'est un débat d'enfant. Voilà, Patricia, la réglementation de BAL 1, de 2 et 3, voilà, sur les ratios de liquidité. Merci beaucoup. Sur les ratios de liquidité et de solvabilité. Merci beaucoup. Voilà. Ça permet, voilà, c'est-à-dire qu'il y a tout ça à mettre en place. La politique sur les longs termes, sur les investissements industriels, par exemple, on n'a pas un taux. Aux États-Unis, il y a un taux de base de la Banque centrale sur les investissements dans l'industrie, sur les investissements dans l'agriculture. Comme moduler en disant, voilà, on constate qu'il y a un fléchissement dans l'industrie là. Vous voyez ça avec l'Allemagne. On dit, ah, l'industrie en baisse en Allemagne. Et subitement, vous apprenez, ah, l'Allemagne a baissé les taux. On est passé de 3% à 1%. Voilà, quand on baisse à 1%, allez hop, ça relance le crédit et les projets d'investissement que les gens avaient dans les cartons, les gens commencent à emprunter et l'investissement repart. On n'a pas ça chez nous. Donc, je redis encore que le débat n'est pas au niveau de est-ce que le billet est fabriqué à Chamelière, est-ce que les réserves sont déposées au compte d'opération. C'est un faux débat. C'est un débat d'ignorants. Acceptez ça. Quand je le dis, ce n'est pas vous insulter, mes chers frères. Vous pensez bien qu'un soir comme ça, on a plein de choses à faire pour venir faire des lives Facebook. C'est parce que ce que les gens disent sur le net, c'est écœurant. Et on peut les comprendre. C'est simplement de l'ignorance. Mais c'est écœurant. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la politique monétaire. Si vous décidez de fabriquer votre billet à Douala, à Fondumont, à Tokombere, ou bien en Ambazonie, à Woum, là-bas, chez mon ami Dikoum Victor, ça va rien changer. Ça n'a rien à voir avec la politique monétaire. Ce que nous avons besoin, c'est d'avoir une politique monétaire efficace. Et j'ai donné les éléments. Ensuite, la communication. Je vais dire une chose. Ceux qui connaissent bien l'actualité aux États-Unis savent qu'il y avait Alan Greenspan qui avait le gouverneur de la Réserve fédérale. Et quand Alan Greenspan a été nommé gouverneur de la Réserve fédérale, non, Alan Greenspan, voilà, il était un très bon monnaie. Il a fait 17 ans à la tête de la Réserve fédérale.
était très bon. Il a été remplacé par Ben Bernanke. Ben Bernanke qui était un professeur, je pense qu'il était à Princeton, je crois, et qui était déjà travaillé déjà à la Réserve fédérale, mais qui était très critique vis-à-vis du fonctionnement de la Réserve fédérale en disant que la Réserve fédérale ne communiquait pas assez et que le fait que la Réserve fédérale ne communique pas était un préjudice pour le fonctionnement de la Réserve fédérale. Donc, Ben Bernanke a été nommé par George Bush pour remplacer Alan Greenspan. Et Ben Bernanke, parmi les réformes qu'il a faites, c'était quelqu'un qui avait écrit, c'était un professeur d'université qui disait que le fait que la Réserve fédérale communiquait mal avait un impact sur les performances de l'économie américaine. Donc, il a commencé à communiquer. Vous voyez, quand la Réserve fédérale va baisser les taux, elle annonce qu'elle va baisser les taux. Quand elle va les augmenter, elle annonce qu'elle va augmenter. Quand vous allez sur le site de la Réserve fédérale américaine, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de statistiques, de data. Quand vous allez sur le taux, là, moi j'ai fait des travaux aux États-Unis sur la BEA, je ne vais pas dire de quoi il s'agit ici, mais quand vous allez, on a le mal le plus fou qu'on a eu, c'est d'avoir accès à des données statistiques. Bon, heureusement, j'ai été aidé par des gens à l'intérieur là-bas, donc je ne vais pas donner les noms ici. Il n'y a pas de statistiques sur le site de la BEA, donc ça pénalise énormément. La communication financière est très importante pour une banque centrale. Or, notre banque centrale, aujourd'hui, ne fait pas la communication financière. C'est dommage, parce que les investisseurs ont besoin de connaître, ils ont besoin d'avoir l'information en temps réel. On devrait pouvoir envoyer un mail à la BEA et avoir l'information. Ce n'est pas le cas. Donc, les gens qui passent leur temps à dire « Oh, le franc CFA est fabriqué à Chamelière, la monnaie coloniale, le machin », c'est un débat stupide et bidon. Maintenant, je vais balayer, j'ai fini là avec le système monétaire. Je vais répondre à quelques questions qui me sont revenues avant de lire les commentaires des gens très rapidement, qui me sont revenus au cours des échanges. On me dit, pourquoi le système camerounais bancaire camerounais est extraverti et pourquoi on dit que l'économie est extravertie? Bon, voilà. Le système camerounais est extraverti. Le système camerounais extraverti, ça veut dire que le système camerounais n'est pas tourné vers la production des biens qu'on consomme à l'intérieur ou bien dans les pays avec qui nous sommes voisins, comme les pays de la CEMAC ou le Nigeria. Le système camerounais reste encore dominé par la production des biens que nous vendons à l'extérieur pour capter les devises. Le bois, le coton, le cacao, le café, la banane, l'ananas, l'EVA, etc., etc., etc. Le pétrole brut, le fer, le diamant, l'or, toutes ces choses-là, c'est des produits que nous produisons pour exporter. On ne produit pas aux États-Unis, on produit des avions, on produit du Coca-Cola, pommes de terre, on produit les oignons, on produit les trucs. Hein, les pommes de terre qu'on produit aux États-Unis, c'est pour McDonald's. Quand vous allez chez McDonald's, vous dites I want a hamburger and a fries. Les fries là, c'est les pommes de terre. Le hamburger, c'est le blé. La viande de bœuf, c'est le hamburger. Les oignons, la tomate, la salade, etc. On produit d'abord pour faire fonctionner l'économie à l'intérieur. Or, notre économie est essentiellement extravertie. Ça veut dire qu'on produit des biens qu'on exporte. On ne produit, et maintenant, nous consommons des biens que nous ne produisons pas. Ça veut dire que quand nous sommes malades, nous allons à l'hôpital, tout est importé. Les médicaments, les machines, etc., etc. Même les gants que le médecin met quand il veut vous toucher, tout ça est importé. Quand vous allez dans un garage automobile, l'automobile est importé, les pièces détachées sont importées. Quand vous allez dans un truc de matériaux, d'une quincaillerie pour les matériaux de construction, tout le matériel électrique, la plomberie, etc., tout ça est importé. Vous comprenez, je m'arrête là, je pourrais m'étendre. Donc, notre économie est essentiellement extravertie. Elle ne produit pas les biens que nous consommons, elle produit les biens qui sont destinés à l'exportation, et pourtant nous consommons des biens que nous importons. C'est extraverti. Il faut casser ça. Tant qu'on ne casse pas ça, aucune politique économique, voire monétaire n'est possible. Voilà. La politique monétaire n'est pas possible parce que quoi? Quand vous regardez le bilan des banques aux États-Unis, 55% des crédits que les banques accordent à l'économie sont des crédits destinés à la construction, au financement de l'immobilier. Je répète, aux États-Unis, 55% des crédits qu'on donne à l'économie sont destinés au financement de l'immobilier. Ça veut dire que l'immobilier, l'immobilisation, construire les logements, construire les bâtiments, construire les zones industrielles, 55% des crédits des banques. Parce que les banques donnent ces crédits parce que vous construisez et la garantie est déjà là. Comme on dit, vous construisez, c'est des prêts hypothécaires. Ça veut dire qu'on vous donne l'argent pour construire un immeuble. Généralement, on vous demande d'apport de 20%.
Vous voulez construire un immeuble de 2 milliards, on vous demande 400 millions. Si vous déposez les 400 millions, vous construisez l'immeuble de 2 milliards. Quand vous avez construit l'immeuble de 2 milliards, les banques vous gardent le titre foncier. Voilà. Les 2 milliards, vous n'êtes pas obligé de les avoir auprès d'une seule banque. Les banques se syndiquent. Ça veut dire que les 2 milliards peuvent être financés par 5 banques. Si chacun met 400 millions, ça fait 2 milliards. Et les dépôts de 400 millions que vous faites, chacun reçoit 80 millions de francs. Donc, vous voyez donc le risque, c'est chaque banque, ça peut être 320 millions de francs. Donc, ça ne pèse pas beaucoup. Mais quand vous construisez maintenant un bâtiment de 2 milliards, là, les banques, chaque banque a 400 millions de crédit, d'encours crédit dans ses comptes. Donc, aux États-Unis, les banques financent la moitié des dépôts des banques, c'est destiné au financement du bâtiment. C'est pour ça que dans les pays développés, on vous dit quand le bâtiment va mal, l'économie va mal. C'est d'abord aux États-Unis, c'est d'abord le bâtiment, comme pour parler au Cameroun. Or, quand vous regardez au pays, est-ce que les banques financent le bâtiment? Non. Parce que si aux États-Unis, les banques arrêtent de financer le bâtiment, ça s'effondre, quoi. Les constructeurs, les gens qui fabriquent les matériaux de construction, les gens. C'est pour ça que quand les gens disent, oh, c'est la Chine. Non, 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 non. 50% de l'économie américaine repose même d'abord sur les constructions. Ça construit tout le temps. On construit ce qui a déjà 30 ans, on rase, on reconstruit encore. On construit, etc., etc. Tous les jours, on casse, on reconstruit. Est-ce que les banques camerounaises financent l'immobilier? Non. C'est-à-dire que pendant que 55% des crédits que donnent les banques aux États-Unis permettent de financer le bâtiment industriel ou d'habitation, 55% de ce que donnent les banques au Cameroun permet de financer l'import-export. Ça veut dire acheter ce que les autres produisent. Donc, notre économie est extravertie. Et donc, cette extraversion freine la politique monétaire. Voilà. C'est pour ça que vous voyez la CEDEAO mettre en place l'éco. Parce qu'une fois qu'ils auront une zone globale commune, avec une seule monnaie, les fluctuations de change, et même si la zone n'est pas parfaite au début, mais ça va les permettre tout de suite de commencer à accélérer le commerce entre eux à l'intérieur. C'est pour ça que je m'étonne aussi du débat là. Les Camerounais sont là, oh non, Ouattara a dit ceci, non, on a un audio de tel. C'est des débats inutiles, ça, c'est une perte de temps. C'est ça. Vous avez entendu, vous, Tony Eloumelou ou bien Aliko Dangote, faire une sortie pour dire que vraiment Ouattara a dit ceci, il est fâché. Mais il n'a rien à faire. Aliko Dangote sait que demain matin, il va pouvoir produire son ciment au Nigeria et lancer des camions qui vont aller amener le ciment jusqu'en Côte d'Ivoire. Et que ce sera le même prix. Parce qu'il va aller voir son frère Eloumelou dire, oh gars, ouais, non, bon, ok, I'll send my cement for Nigeria, for Côte d'Ivoire, you send me money for Nigeria, for machin. Les transactions vont aller plus vite, ce sera une seule banque centrale qui va faire les compensations. C'est de ça qu'il s'agit, les chers frères. Ne soyons pas en Ndunguru dans l'affaire là, on nous distrait, on nous montre l'oiseau. Comme le bébé pleure, on lui montre l'oiseau. Et il arrête de... Non, 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 non. Ça bouge autour de nous. C'est pour ça que j'ai dit que nous devons sortir rapidement du CFA dans l'écho. Si nous perdons 5 ans, je vous jure, le Burkina Faso sera très loin devant le Cameroun. De toute façon, les politiciens camerounais ne le disent pas, mais je pense que tous le disent en privé. Mais que chacun a un peu peur de le dire en public pour l'instant. Mais ça ne va pas tarder. À un moment, ils vont sortir, ils vont commencer à s'exprimer sur le sujet. Voilà. Maintenant, on me demande, est-ce que le CFA peut fonctionner au Cameroun avec notre système bancaire actuel? Je dis non. Le CFA ne peut pas fonctionner avec notre système actuel. Pour une raison. Le système bancaire est extraverti. Ça veut dire qu'il est entièrement entre les mains des pays étrangers. Quand vous regardez au Nigeria et au Ghana, il n'y a pratiquement pas de banques étrangères. Ce sont les banques ghanéennes. Or, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, ce sont des banques étrangères. Quand vous regardez au Nigeria, 80% du secteur bancaire est dominé par les banques, les Nigérians. UBA, Zenith Bank, Atlantic Bank, la banque de Dangote, j'ai oublié comment ça s'appelle. Il y a plusieurs banques à capitaux nigériens qui sont forts, bien structurés, bien performants, qui ont été réorganisés par Lamido Sanusi, qui est actuellement le maire de Kano, je crois, etc. Donc, les Nigériens ont d'abord mis les moyens pour se doter d'un système bancaire performant à capitaux nationaux. Ils ont recapitalisé leurs banques. L'État a mis les moyens. L'État a utilisé ce que j'ai appelé préfet stock pour réinjecter la liquidité, restructurer les banques et les permettre de se déployer. Voilà. Donc, ça, c'est un travail que nous devons faire au Cameroun. Et tant que ce travail n'est pas fait, ben, on vibre. Même si nous créons notre monnaie, je vous dis, ça va faire comme la monnaie du Zaïre. Ça ne va pas marcher. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Ça ne va pas marcher. Même si on imprime le billet à Tchang, ça ne va pas marcher.
Et on décide d'imprimer ça à Tchang, ou bien à Fondjemont, ou bien à Ntui, je ne sais pas moi où, ça va marcher. Ça va marcher. Parce que les fondamentaux ne sont pas là. Nous devons sortir d'un système extraverti. L'État du Cameroun s'endette trop à l'extérieur. L'État doit commencer à s'endetter à l'intérieur, pas des émissions de bons trésors. En émettant des bons trésors, l'État doit commencer à localiser son endettement dans notre monnaie. Ça fait que quand il y a des difficultés, la Banque centrale peut intervenir en rachetant ses actions. Vous n'avez pas même pas demandé à la banque, à la BA, d'intervenir. C'est-à-dire que l'État du Cameroun en ce moment a des difficultés. Il s'est endetté énormément en dollars ou en euros. Et il a du mal à rembourser. Logiquement, la Banque centrale devait imprimer l'argent et mettre l'argent pour acheter ses actions. Mais si c'est en dollars, ça veut dire que la Banque centrale ne peut rien faire parce qu'elle contrôle le CFA. En réalité, ça veut dire que le vrai patron de la Banque centrale du Cameroun, c'est le patron de la Réserve fédérale américaine. Et qui est responsable de l'endettement en dollars? C'est moi? C'est Maurice Kamto ou bien c'est Paul Biya? C'est lui. Pourquoi dès qu'on dit ça, tout le monde fuit? Vous êtes seulement fort pour attaquer Ouattara. Pourquoi? Ayons le courage de pointer du doigt les problèmes et les responsabilités des gens. Nous n'allons jamais avoir un système monétaire efficace tant que nous nous endettons dans la monnaie des autres. Pour que ton système monétaire puisse marcher, l'État doit s'endetter dans sa monnaie en émettant des bons trésors, en émettant des T-bills, comme aux États-Unis, ce qu'on appelle les T-bills. Ça veut dire que les dettes à moins d'un an, l'État émet, comme on dit, les cartons. Les gens disent au Cameroun les cartons. Mais sauf qu'aux États-Unis, c'est dématérialisé en moins d'un an. En émettant des obligations à court terme, ça veut dire que 1 an, 2 ans, à moyen terme, ça veut dire qu'à 5 ans, et puis à long terme, ça veut dire qu'à 10 ans et au-delà. L'État doit organiser le trésor public, fermer la caisse autonome d'amortissement, fusionner la caisse autonome d'amortissement avec le trésor public, doter le trésor public d'un système d'ingénierie financière digitalisé et dématérialiser les transactions pour qu'il y ait une meilleure traçabilité. C'est tout. Réduire la corruption, c'est tout. Et à partir du moment où l'État commence à émettre des bons du trésor, quand l'État dit je veux faire des routes, elle émet des bons. Elle dit bon, si je fais, il n'y a pas assez d'écoles dans l'extrême nord, nous allons faire les écoles dans l'extrême nord avec des matériaux locaux. Nous émettons 100 milliards. La Banque centrale émet de l'argent pour acheter ces bons-là et on commence à construire les écoles dans le nord. Cette histoire, on dit, oh non, on va aller à la Banque mondiale. Non. Non. On a un système extraverti. Et nos politiciens, c'est parce qu'ils refusent de faire ça et qu'ils continuent à faire, bon voilà, je vais à la Banque mondiale, je vais ceci, je vais dans tel organisme multilatéral et que ça donne de leverage, ce qu'on appelle du leverage, c'est-à-dire de l'influence à ces organismes dans notre pays. C'est pour ça qu'on maintient les gens comme Paul Biya à 37 ans. Ne venez pas nous manipuler. Il faut changer ça. Sinon, on n'aura pas de politique monétaire. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, même si nous créons notre monnaie, ça ne pourra pas marcher avec le système actuel. Il est extraverti. L'État s'endette à l'étranger. Les banques commerciales qui ont le pouvoir de création monétaire sont étrangères. Les banques ne financent que l'import-export, etc., etc. Elles ne financent pas l'agriculture. Elles ne financent pas l'industrie. Elles ne financent pas les services. Elles ne financent pas la construction du logement. Elles ne financent pas les bâtiments immobiliers. Elles ne financent pas la construction des zones industrielles. Elles ne financent pas les communes. Vous ne pouvez pas développer un pays quand il y a pour ne financer pas les communes. Le FECOM n'est pas une banque. C'est des histoires. Donc, la politique monétaire ne peut pas fonctionner. Voilà. Voilà. Et Jean Gondi dit quoi? La sous-bancarisation est un énorme frein au développement du Cameroun. Bien sûr, évidemment. Pourtant, la FinTech est née en Afrique, au Kenya. Hélas, Cyril Tafo dit les conséquences de l'endettement extérieur, c'est qu'elle libellée en devises étrangères, une simple politique monétaire restrictive entraîne une appréciation du dollar et par conséquent une hausse des services de la dette. Oui, c'est ce que Ricardo a appelé le péché originel. Oui, Cyril Tafo, mais pas que ça. Il y a même plus que ça. Je relis ce que Cyril Tafo dit, les conséquences de l'endettement extérieur, c'est qu'elle libelle en devises étrangères, dont le dollar, une simple politique monétaire restrictive entraîne une appréciation du dollar et par conséquent une hausse des services de la dette. Ouais, oui, ça veut dire que c'est même pire que ça veut dire que tu ne soulèves qu'un aspect, ça veut dire que tu ne soulèves qu'un petit aspect, ça veut dire que tu dis voilà, quand nous nous endettons dans une monnaie étrangère comme le dollar, si la fluctuation du dollar, mais je dis à Cyril Tafo que je suis financier, il y a des produits qu'on met, quand on souscrit une politique de dette comme ça, il y a des produits qu'on met dessus, des produits d'assurance pour couvrir les changes, pour les fluctuations de change.
le champion du monde qui faisait ça ici s'appelait AIG. Bon, AIG, je pense qu'ils ont fait faillite, ils ont été rachetés par quelqu'un. Donc, généralement, il y a des produits pour couvrir ça. Mais là où ça nous pose problème, c'est que la Banque centrale, notre BA, ne fait pas bien fonctionner les missions. Parce que logiquement, on ne devrait pas. Je vous dis, regardez, les Barbos ont été sous embargo. Ils ont fait fonctionner leur pays parce qu'ils prenaient l'argent à la bourse régionale des valeurs mobilières d'Abidjan. Ils ne se gênaient pas. Ils disaient, nous voulons 160 millions, on est dans 160 milliards. Ils réglaient les problèmes à l'intérieur. Mais comme leur pays était coupé, ils ne pouvaient pas investir. Mais si leur pays n'était pas coupé, ils allaient investir. Ils allaient dire, bon, nous prenons ça pour faire des routes. Pour faire une route, vous avez besoin de quoi? Le sable, le gravier, le fer à béton, les pierres, la main-d'œuvre, l'eau. À la rigueur, ce que vous pouvez financer en devise, c'est les engins, le goudron, si vous avez une raffinerie. Pourquoi est-ce que pour construire des routes, on dit construire une route, on va s'endetter à 100% en dollars? Les Ghanéens, j'ai transmis, c'est moi qui ai envoyé le document au président Campo. Comment le modèle que les Ghanéens ont mis en place avec leurs économistes et leurs ingénieurs, qui a été validé par leur parlement, c'est ce qu'utilise leur présidence. Quand les Ghanéens veulent construire des infrastructures, ils étudient bien ce qui est finançable dans leur monnaie, le CEDI, et ça passe par leur monnaie. Patricia Ngayo dit, même en France, la Banque centrale a racheté les dettes des banques commerciales issues des subprimes américains. Exact, Patricia. Quantitative easing, d'ailleurs, c'est ça qui a fait augmenter l'endettement de la France, parce que la Banque centrale a dû même parfois lever des fonds sur les marchés pour acheter la dette. L'État a d'abord levé les fonds, et la Banque centrale est venue racheter encore une bonne partie de ces dettes. Ça s'appelle le quantitative easing, exact. Non, il faut vulgariser l'information et la rendre accessible à tout à moins de coûts. Oui, Patrice, on dit la même chose. Je vais dire que c'est ce qu'un Ben Bernanke a mis en place aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, l'information de la banque sur la banque centrale n'était pas accessible. Et Ben Bernanke avait beaucoup combattu Alan Greenspan avec sa plume en disant que Alan Greenspan était un bon gestionnaire de la Réserve fédérale, mais qu'il maintenait l'opacité sur l'information financière. Et donc, Ben Bernanke est celui qui a fait que désormais aux États-Unis, comment on dit ça? On a diminué, c'est-à-dire que l'information circule beaucoup. La SEC, bref, toutes les agences fédérales là communiquent énormément, donc l'information est facilement accessible pour les investisseurs. Ça, il faut dire, non, il faut faire attention. L'instrument de la politique monétaire qui permet de réguler les taux d'inflation, pas seulement le taux d'intérêt directeur. Actuellement, dans la zone euro, la BCE utilise le quantitative easing pour amener l'inflation. La BCE utilise le quantitative easing pour amener l'inflation à 2%, simplement parce que le taux directeur ne peut être ramené en deçà de zéro. En plus, le taux d'intérêt directeur est un instrument de politique monétaire indirecte qui ne peut produire l'effet escompté que si les banques commerciales répliquent leur taux créditeur. En gros, tous les leviers peuvent être actionnés pour amener l'inflation à la valeur cible de 2%. Bon, ça va vite. Hein? Bon, je vais prendre ici sur le téléphone portable. Bon, je vais relire ce qu'a dit Cyril Tafo. C'est important ce qu'il a dit là. Bon, Trade Dollar dit très belle les idées. La prolifération des bureaux de poste dans les zones rurales permet aux paysans d'épargner. Voilà. Ok. Bon, je relis ce que Cyril Tafo a dit. Cyril Tafo a dit, bon, non, non, il faut faire attention. L'instrument de politique monétaire qui permet de réguler le taux d'inflation, c'est pas seulement le taux d'intérêt directeur. Actuellement, la zone euro, dans la zone euro, la BCE utilise le quantitative easing pour amener l'inflation à 2%. Tout simplement parce que le taux directeur ne peut pas être ramené en dessous de 0%. Et le taux d'intérêt directeur est un instrument de politique monétaire indirecte qui ne peut produire l'effet escompté que si les banques commerciales répliquent sur leur taux créditeur. En gros, les leviers peuvent être actionnés pour amener l'inflation à leur valeur cible, 2%, ce qui est la zone euro. Cyril Tafo, toi tu parles de la zone euro, mais moi je te parle du Cameroun. Ce que tu es en train de dire là, moi je connais très bien ça. La question que je te pose, est-ce que le quantitative easing est possible actuellement au Cameroun quand la CDC n'est pas à la bourse?
quand Brasserie seulement s'affilie à Tanguy à la bourse, quand Foku n'est pas à la bourse, quand Biopharma n'est pas à la bourse, quand Kiferou n'est pas à la bourse, quand Sonara, bon, elle n'existait plus, n'était pas à la bourse, quand Tradex n'est pas à la bourse, quand toutes ces entreprises-là ne sont pas à la bourse, est-ce que le quantitative easing est possible? Non. Deuxième chose, est-ce qu'il existe au Cameroun un système de sécurisation qui permettrait que, par exemple, les prêts qu'on a accordés pour construire l'immobilisation commerciale, les immeubles de bureaux, les zones industrielles, etc., que ces prêts soient rachetés par une agence fédérale. Et en ce moment, si ça va mal, la Banque centrale peut racheter ces prêts et les détenir afin d'injecter dans la liquidité. Est-ce que ce modèle existe au Cameroun? Non. Non. C'est pour ça que je dis que le quantitative easing, nous disons la même chose, devrait être utilisé pour faire baisser les taux. Le seul problème, c'est que les entreprises n'ont pas été modernisées. L'ingénierie financière des entreprises pour ce financement en equity et même en obligation. Le financement direct en equity sur les marchés en obligation n'est pas fait. Nous avons passé 20 ans à nous chamailler sur la bourse pour savoir si le siège devait être à Libreville ou à Douala. Et ça nous a coûté, et je le dis, moi j'ai des parents, je suis désolé, j'ai des parents dans le système. Jean Kété, c'est un parent. Et je le leur dis. Ça me fait des inimitiés. Je le leur dis. Vous passez 20 ans, vous chamaillez sur le siège de la bourse. Vous avez hypothéqué 50 ans de l'avenir des enfants. Et ce que tu dis là, c'est ça qu'il s'agit. Tout le temps qu'on a perdu pour dire est-ce que la bourse sera à Libreville, est-ce que la bourse sera à Douala. Si on avait mis la bourse à Douala, on serait allé vite. On aurait peut-être 200 entreprises. Regardez comment où le Ghana est, regardez où le Nigeria est. On aurait peut-être 200, 400 entreprises qui se financeraient directement à la bourse. Les Activa, les Foku, les Kiferou, les Biopharma, les Mayor, etc. seraient à la bourse. Et si ces entreprises étaient à la bourse, au cas où il y a problème, la Banque centrale utilise le quantitative easing et comme tu dis, ça permet de faire baisser les taux. Deuxième chose, la raison pour laquelle les taux ne baissent pas, c'est que les charges des entreprises, des banques chez nous est excessivement élevée. La raison pour laquelle les taux ne baissent pas, c'est que les charges d'exploitation des entreprises chez nous sont extrêmement élevées. En l'occurrence, la qualité des infrastructures. Je ne sais pas si tu connais Cyril Tafo. Moi, avant de venir aux États-Unis, j'ai travaillé au Cameroun. Les conditions dans lesquelles les banques déplacent, approvisionnent, par exemple, si Afriland Bank a une agence à Yabassi, comment est-ce qu'elle fait? Parce que la Banque centrale est présente à Douala. La Banque centrale est présente à Douala. Et comment elle fait pour approvisionner en biais de banque son agence de Yabassi? Ou bien reprendre le surplus qu'il y a dans son agence de Yabassi? Ça a un coût, tout ça. Et parce que ça a un coût, ça ne leur permet pas de baisser les taux rapidement quand les banques baissent. Et autre chose, elles n'ont pas assez de dépôts, assez de dépôts. Et autre chose, il y a le coût du crédit, le coût de l'action judiciaire quand il y a des problèmes, parce que les titres fonciers sont faux, etc., etc. Parfois, vous donnez un crédit à quelqu'un sur un titre foncier et vous vous rendez compte que, je ne sais pas moi, un parent me racontait un jour une histoire, qui est un juge, me racontait un jour une histoire. Il disait qu'il parlait d'un homme d'affaires que je ne vais pas donner le nom ici là. Il disait comment l'homme d'affaires s'est enrichi. Il disait qu'il avait fait des titres fonciers à Boston Bank. Non, Boston Bank, ouais. À l'époque, était dirigé par un Camerounais qu'on appelle Chicago Boy. Et Boston Bank avait donné des titres, avait donné des crédits sur les titres fonciers. Et le jour où il y a eu des problèmes, ils se sont rendus compte que tous les titres fonciers qu'on leur parlait là, c'était dans un marécage. Voilà, c'est dans un marécage. À partir de ce moment, il y a des pertes. Même si la Banque centrale baisse les taux, le gars ne va pas baisser les taux. Il va chercher à faire plus de marge pour compenser. Donc, il y a tout ça, mon cher frère. Il y a tout ça. Donc, ce que tu dis, tu as théoriquement raison, mais pratiquement chez nous, ça ne fonctionne pas. Et c'est ça que j'ai dit. Pourquoi est-ce que la politique monétaire ne fonctionne pas? Parce que nous n'avons pas modernisé, doté notre Banque centrale, permis à la Banque centrale d'être en situation. Et le vrai débat devrait être ce débat-là. Et non pas le débat qui consiste à dire, oh, est-ce qu'on fabrique la monnaie à Chamelière ou etc. Bonjour à Benjamin Zébazé qui rejoint ce live. Je suis content que tu sois là. Patrice Sangayo dit oui, mais d'où la réglementation bancaire il faut en parler. Est-ce que la réglementation bancaire au Cameroun est arrimée à la réglementation internationale? Non. Et là, Patrice Sangayo, la réglementation bancaire au Cameroun n'est pas arrimée à la réglementation internationale. Je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai dit que j'interpelle le rôle des parlementaires. Les parlementaires camerounais doivent commencer à ouvrir des débats, des séminaires, des colloques, faire venir des experts, appeler les Camerounais qui sont économistes dans le monde, Célestin Monga, Nana Sinkam, tous ces cerveaux de l'économie dans le monde, qu'ils viennent parler de ces sujets dans notre Assemblée nationale pour éclairer la lanterne de nos députés. Et que sur la base de ça, maintenant, les députés commencent à agir.
Je ne sais pas si on regarde le cadre légal, parce que je ne sais pas comment on fait ça autrement. Parce que c'est les députés qui font les lois. C'est les députés qui font les lois. Et après, les exécutifs promulguent les lois et signent les décrets d'application pour qu'elles soient ensemble. Or, chez nous, la réglementation bancaire est tellement vieille. Ça fait partie des débats. En Gaïo Parti, ça c'est bien de le dire parce que malheureusement, ce genre de débat chez nous n'a pas cours. Les politiciens laissent un débat en dessous de la ceinture. Genre, on dit, oh, Ouattara a dit ceci. Ah non, il y a eu cela. Oh, le bien fabriqué à Chamelière. Et on oublie d'aborder les vrais débats. La réglementation française chez nous, bancaire chez nous, elle est vieille. Il faut qu'elle soit changée. Merci de le dire. Voilà, Ndikoum Victor, regarde, oui. Voilà, et Jean Gondi, j'ai dit que Sirita Fo a raison, sauf que est-ce que le quantitative easing, Sirita Fo, je te pose la question, tu es encore dans le live, est-ce que le quantitative easing est possible au Cameroun? Non.